Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Tebboune a officiellement lancé son initiative de Lem Chamel. Non pas depuis Alger, ni une quelconque autre ville algérienne, mais depuis une capitale étrangère, depuis Ankara. Un peu comme l'appel du 18 juin depuis Londres, l'appel de De Gaulle à la résistance française. Sauf qu'en l'occurrence, Tebboune n'est ni en résistance, ni en exil. Quoique, si quand même, en exil dans son propre pays, puisqu'il est arrivé à la moitié de son mandat, sans avoir effectué une seule visite en Algérie. Est-ce que vous imaginez un président de la République qui se dit le président le mieux élu par son peuple depuis l'indépendance du pays et qui n'a pas effectué une seule visite dans son propre pays. Pas une sortie, pas un seul bain de foule, serait-ce dans un tout petit village dont on aurait choisi toute la population. Il vit reclus dans une forteresse, entouré de sa garde prétorienne, surveillé de près par l'armée dont il est Zama, le ministre et le chef suprême, et les Algériens tout autour, qui savent tous pourquoi Tebboune n'a pas visité son propre pays depuis son élection. Depuis sa désignation à la tête du pays par l'armée qu'il a imposée à la suite du boycott électoral le plus massif jamais observé dans l'histoire de ce pays. Oui, contrairement aux opinions publiques étrangères, il n'y a pas un seul Algérien qui ne sait pas pourquoi Tebboune ne peut pas rencontrer son peuple. Ce peuple dont il est le président garde chiourme. Les observateurs étrangers ne le savent pas, eux, parce que la réalité est juste inimaginable pour qui ne connaît pas l'Algérie. Parce qu'ils ne peuvent pas imaginer qu'un chef d'État, qui est déjà au milieu de son mandat de 5 ans, n'a pas effectué une seule visite dans son propre pays. Ils ne savent pas et ils ne peuvent pas imaginer que Tebboune et la junte qu'il a installée ont une peur bleue des Algériens. Ils ne savent pas, ces observateurs étrangers, que si Tebboune effectue une sortie, ou mieux encore un bain de foule, il serait très certainement hué par les Algériens qu'il irait visiter. Une telle réaction des Algériens pourrait entraîner des ravages incommensurables à l'international, ruiner la politique internationale du régime, montrer la junte et son fantoche sous leur véritable jour. Vous imaginez un peu un Tebboune hué, vilipendé, insulté par le peuple qui est censé l'avoir élu de façon massive. Imaginez un peu. Et le pire pour ce régime est que cette possibilité se multiplierait autant de fois qu'il y aurait de sorties. Parce que contrairement à ce qu'affirme le régime à ses partenaires et à ses protecteurs étrangers, le Hirak est toujours là, braise sous la cendre qui attend de flamber de nouveau. Et c'est donc ainsi qu'il a été décidé par la junte et par les spin doctors de la présidence que Tebboune ne courra pas le risque. Il est préférable de le faire passer pour le président qui n'a jamais pris contact avec son peuple que pour le président qui se fait systématiquement conspuer par le même peuple. Et c'est ainsi que M. Tebboune lance très officiellement de son exil turc, son Lem Chamel national, que nous pourrions traduire comme rassemblement ou ralliement ou réconciliation, quelque chose dans le genre.
Un appel au Lem Shamel lancé depuis une capitale étrangère. Et c'est dire combien ce pouvoir est coupé de son peuple, de ce peuple qu'il tient en otage et dont il vend aux opinions publiques internationales une image falsifiée, une façade Potemkin. L'autre tragique nouvelle malheureusement, l'autre énième tragique nouvelle qui tombe en même temps que cette visite d'État à Ankara est le naufrage au large des côtes espagnoles d'une embarcation où se trouvaient 16 harragas algériens. 11 cadavres ont été repêchés et 5 harragas ont été portés disparus. Encore de jeunes Algériens qui meurent noyés parce qu'ils ont cherché désespérément à quitter cet enfer qui est devenu leur pays. Ils tentent de s'en arracher, de le fuir dans des conditions qui s'apparentent au suicide. Des jeunes qui savent ce qu'ils risquent, mais qui s'y risquent quand même, parce que leur pays est devenu invivable, parce que la jeunesse n'y a plus sa place, ni tous les Algériens par ailleurs, qui ne sont pas les clientèles et les doigts bleus du régime. Un pays qui navigue au jour le jour, à l'incantation, au mensonge, à la corruption de masse et à la subversion. Un pays pris en otage par une mafiocratie qui se sait enfin de ressources, qui ne dispose plus du seul moyen de sa politique, l'argent des ressources naturelles, dont elle se sert pour arroser ses alliés naturels et pour acheter la paix sociale, bien sûr. Un régime qui se prépare à lancer bientôt une autre dynamique d'escamotage de la dure réalité. Une autre dynamique pour préparer un second mandat pour l'actuel locataire d'El-Mouradia, qui se trouve être en même temps ministre de la Défense et chef suprême des armées. Pour un autre tour, peut-être pour l'ultime suicide d'un régime qui n'a plus de perspective que l'inéluctable mur de la dure réalité. Et vogue la galère, vogue le botti. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم مع الطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات جبدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم و26 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين لاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضيبع بقرت لي تماما تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خديك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو قاع افيك من ريفوليسيون باسيفيك يا بنتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش ما خسرنا. Tebboune s'exprime sur Lem Shamel depuis Ankara. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Tout à l'heure, pendant la présentation, je me suis trompé en fait. J'ai dit le locataire d'El-Mouradia. En fait, je voulais dire le squatteur d'El-Mouradia, pour être précis. Pour en parler, j'aurai le plaisir aujourd'hui d'avoir Brahim Younsi, analyste politique, ancien cadre du MDA. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci de m'inviter de nouveau. Je vous salue et je salue mes amis qui vont apparaître, je le devine. Malheureusement, Idir ne sera pas des nôtres aujourd'hui, puisque nous avons décidé de n'inviter que 2 parmi vous.
à cause de l'émission qui a été réduite d'une trentaine de minutes, donc pour vous permettre de vous exprimer. Idir, j'espère qu'il pourra être des nôtres demain. Et donc, Karim Naïtou Slimane, analyste politique universitaire, qui est avec nous. Karim, merci d'être avec nous. Bonsoir Djemeldine, merci encore de l'invitation. Bonsoir à Dabrahim aussi. Et bonsoir aussi à Daïdir, même s'il n'est pas avec nous. Et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent. En effet. Alors, d'abord, pardon mes chers amis qui nous suivaient pour ce retard indépendant de notre volonté. Comme on a coutume de le dire, hein, une formule consacrée. Alors, Brahim et Karim, c'est Brahim et Karim. Avant de vous donner la parole, nous allons vous passer quelques images très tristes, tragiques, que nous avons reçues aujourd'hui, qui se sont déroulées en même temps où Tebboune se trouvait à Ankara. Et rappelez-vous, M. Tebboune qui avait dit dans une déclaration à la presse étrangère qu'il s'apprêtait à envoyer des Algériens faire une sorte de stage en France, en Allemagne, un peu partout en Europe, pour voir combien il n'est pas agréable de vivre en Europe. Et comme ça, c'est sa formule à lui pour mettre fin à la harga, montrer l'Europe sous son véritable visage, pour dissuader les jeunes de se jeter à la mer comme ça, dans cette tentative suicidaire de s'arracher à leur pays. Nous allons regarder quelques images de ces harragas aujourd'hui qui ont disparu au large des côtes espagnoles. 16 harragas à bord d'un boté, 10 ont été retrouvés morts malheureusement, et 11 ont été retrouvés décédés et 5 sont portés disparus. Nous allons voir ces images. Voilà, ce sont des images de ces jeunes, regardez, comme ils sont jeunes, comme ils sont beaux, comme ils étaient jeunes, comme ils étaient beaux, qui sont arrachés à leur pays où il ne fait plus bon vivre, alors qu'ils sont tous à la fleur de l'âge, regardez-les. Ils portent en eux la joie de vivre, ils ne demanderaient pas mieux que de rester chez eux, parmi les leurs, pourvu qu'ils puissent trouver un travail, vivre normalement dans un État démocratique, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Mais vous allez écouter autre chose, avant de donner la parole à nos invités, vous allez écouter M. Sofiane Gilali, qui est passé à la radio Chaîne 3. Écoutez-le bien, ce qu'il est en train de nous dire, puisque nous tous qui vivons à l'étranger, dès qu'on a entendu ce qu'il a dit, nous nous sommes préparés pour rentrer chez nous, parce qu'il demande à l'État algérien de se préparer à nous recevoir, parce que selon lui, nous vivons dans un état de pénurie, de misère, tout ça pour dire que ce n'est pas seulement en Algérie que ça va mal, qu'en Europe aussi. Nous demanderons tout à l'heure à Brahim Younsi, à Karim Naïtou Slimane, de nous parler un peu de ces pénuries qu'ils rencontrent, de ces chaînes interminables, de cette misère qu'ils sont en train de traverser et de ces perspectives qu'il leur reste de rentrer chez eux ou de mourir de faim. Écoutons M. Sofiane Gilali. Presque déstabilisé. De guerre. Voyez l'inflation qui a atteint des niveaux incroyables dans les pays qui étaient stabilisés, pas que des matières premières. Vous avez par exemple tous les produits alimentaires. L'huile, le blé. Dans les pays d'Europe, je me rappelle, moi, il y a quelques mois, lorsque beaucoup se mettaient à rire de ce qui se passait en Algérie, ils le vivent aujourd'hui dans des pays aussi puissants que l'Allemagne, la France, l'Espagne et les États-Unis. Vous avez les rayons des supermarchés qui sont à moitié vides. Et le lait infantile qui a disparu. Donc, quand vous avez aux États-Unis une inflation de près ou de plus de 10% en une année quand c'est cumulé. En Europe également, on frôle les 10%. En Allemagne, plus de 9%. Tout cela signifie que nous sommes rentrés dans une phase où l'inflation, la récession est devant nous, où le taux de chômage va être extrêmement important.
D'ailleurs, ce qui nous touche indirectement, c'est que énormément d'Algériens qui se trouvent en Europe aujourd'hui et qui vivent sur la limite du niveau de vie vont très probablement devoir retourner en Algérie. Et là, il faut s'attendre et il faut préparer le retour de ces compatriotes. La vie devient de plus en plus difficile à l'étranger. Je sais que beaucoup d'Algériens ont une vue idéale de ce qui se passe de l'autre côté, mais je peux vous assurer que beaucoup d'Algériens se plaignent maintenant de la cherté de la vie, de la difficulté à boucler le mois, de sacrifier les congés, les vacances, etc. Donc, Brahim Younsi, d'abord sur les Haraga, encore des Haraga, de jeunes compatriotes. Vous avez vu leurs photos qui viennent de disparaître au large des côtes espagnoles alors qu'ils étaient arrivés à leur but. Brahim Younsi, sur cette tragédie, cette énième tragédie. C'est de nouveau un drame d'abord familial, mais c'est aussi un drame national. Et malgré cela, le président, permettez-moi et passez-moi l'expression, le président stagiaire ou le président toujours en stage n'a pas eu un mot de compassion pour ces Haragas qui sont morts, noyés. Et il n'a pas eu la conscience pour interrompre son voyage et rentrer en Algérie. Parce que c'est un drame, et un drame national, que l'Algérie est en train de vivre. Il y a quelques jours, ce même président stagiaire a décrété un deuil de 2 jours à la suite de la mort d'un émir des Émirats arabes unis, alors que nous savons et les Algériens savent que cet État des Émirats arabes unis ne nous veut pas du bien. Quel président avons-nous? Il est en train de faire un stage. Mais Brahim Younsi, il ne peut pas en parler en Turquie, là où il est sous les feux de la rampe. Ce serait reconnaître que la jeunesse algérienne ne rêve que de s'arracher de ce qui est devenu un enfer pour eux, malheureusement. De toutes les façons, vous savez, de toutes les façons, et vous le savez, vous qui êtes journaliste, que l'information circule en moins d'une seconde. Les Turcs sont au courant de ce qui se passe dans notre pays. Ils ont leur service de renseignement chez nous. Ils connaissent la situation dramatique, la situation catastrophique qui est celle de notre pays. Personne n'ignore que le roi est nu. D'ailleurs, parce que beaucoup d'Algériens, Haraga, passent par la Turquie pour entrer en Europe. Oui, mais vous savez, vous le savez aussi, la Turquie envoie ses propres exclus du marché vers les pays de l'Est. Le nombre de Turcs qu'il y a à l'étranger est énorme. Ça se chiffre par millions. Et pas seulement des politiques ou des opposants politiques au régime en place en Turquie. Mais c'est aussi des gens qui viennent pour travailler, qui cherchent un monde, d'abord où ils peuvent avoir plus de liberté, et ensuite travailler, avoir un travail qui puisse les nourrir et nourrir leurs familles qui sont très souvent restées en Turquie. Très bien. Ce qu'on a entendu, je ne vais pas, est déplorable. C'est déplorable. Tout à l'heure, par un soi-disant homme politique. Nous allons y revenir, Brahim Younsi. Nous allons y revenir dans le deuxième tour de micro. D'abord, Karim Naïtou Slimane, sur cette tragique disparition, cette énième disparition de nos jeunes compatriotes, de certains de nos jeunes compatriotes. Rabbi yarhamhum.
Oui, Rabbi yarhamhum, Inch'Allah, je présente toutes mes condoléances les plus attristées, bien sûr, aux familles des victimes et à tous les Algériens touchés par ce drame. Un drame de plus, quoi dire? Un drame de plus, c'est ça là, ce que les pirouettes et les discours politiciens ou politiciens des affidés de ce régime ne peuvent pas cacher. C'est ça la réalité de l'Algérie, c'est ça la politique. Hein, c'est ça la politique. C'est-à-dire c'est la situation de l'Algérie, c'est l'image, la vraie image de l'état de l'Algérie actuellement. Je rappelle que le drame d'aujourd'hui, malheureusement, n'est que la partie apparente de l'iceberg. Et que l'immigration, le phénomène de l'immigration est un phénomène immense en Algérie. Et je rappelle aussi que la seule réponse que ce régime mafieux, anti-algérien, la seule réponse qu'ils ont proposée pour ce problème de société politique, la seule réponse qu'ils ont proposée, c'est un mur. C'est de bâtir un mur. Tenez-vous bien, Karim. Depuis hier, le Wali a donné l'instruction de démanteler les murs. Oui, ils sont en train de les démanteler. Ils sont en train de payer des entreprises pour les enlever, après les avoir payés pour les mettre, pour les installer. C'est ça. C'est là où va l'argent public. Parce qu'on évite de poser les vrais problèmes d'abord comme ils doivent être posés. Et puis par la suite, au lieu de chercher les vraies réponses aussi à ces vrais problèmes, malheureusement, on reste dans le déni. Et moi, j'ai une chose à dire. J'ai vraiment une chose à dire à tous les Algériens qui nous écoutent. C'est que, en fait, il n'y a qu'une seule solution. Il faut absolument se débarrasser de ce système politico-militaire. Donc, en Algérie, on n'a pas un système politique légitime. Tant qu'on reste, nous aussi, en tant que peuple, dans le déni, et on se laisse berner, on se laisse faire, et on accepte dans la passivité totale, ben ces drames continueront de se produire. Et peut-être, là aujourd'hui, c'était ces pauvres jeunes et leurs familles endeuillées, et ben peut-être demain, ça sera nous, ça sera vous, ça sera d'autres, et ainsi de suite. En tout cas, certainement pas leurs enfants, certainement pas, puisque leurs enfants jouissent systématiquement de visas. Ils partent avec des visas en bonne et due forme pour l'Europe, pour les États-Unis, pour l'Australie, où ils veulent aller. Ils ont des visas sans aucun problème, des visas de complaisance, je dirais. Ils ont des visas, et mieux que ça, ils ont des visas et ils ont aussi des comptes bancaires à l'étranger renfloués par l'argent public des Algériens. Évidemment. Ils ont des résidences, ils ont l'argent que leurs parents blanchissent et tout le reste. Brahim Younsi, sur ce que nous a déclaré M. Soufiane Djellali au moment où 16 de nos compatriotes font naufrage au large de l'Espagne, il nous dit Brahim Younsi, est-ce que vous vous êtes préparé à rentrer? Est-ce que vous êtes en train de faire de la chaîne pour l'huile et les autres choses? Est-ce que votre niveau de vie s'est effondré, comme l'a dit Soufiane Djellali? Vous savez, d'abord, il se trompe sur les chiffres. Il se trompe sur le taux d'inflation en France, en Allemagne et aux États-Unis déjà. Il y a une inflation, mais elle est moindre. Elle est en tout cas 3 fois moins, voire 2 fois moins que ce qu'il a annoncé. Elle n'est pas de 10%. L'inflation est régulée. Elle est régulée parce que la Banque centrale y a mis des milliards, des dizaines, des centaines de milliards, pour justement éviter que l'inflation ne galope. Mais quelle est l'inflation en Algérie? Quelle est l'inflation en Algérie et de quelle manière et comment vit le peuple algérien? L'inflation en Algérie a atteint 700%. Cela, ce monsieur l'ignore pour venir raconter des histoires à Juliette. C'est cela aussi, cette classe, entre guillemets, classe politique qui vit dans la fange.
Mais même Tebboune n'est pas allé aussi loin. Même Tebboune, pourtant connu pour être un fief menteur, il n'a pas été aussi loin. Est-ce que vous avez vu, vous, une pénurie est-ce que vous avez assisté à une pénurie, Brahim Younsi, de produits? Cet homme vit aussi, il faut le dire, d'une retraite, et les Algériens le savent, d'une retraite qu'il ne mérite pas, d'une retraite de faux députés qu'il ne mérite pas, alors que des Algériens qui ont travaillé toute leur vie ne touchent pas 200 000 ou 300 000 dinars. Qu'est-ce que c'est que cette mentalité de ce type d'homme politique ou dit politique? C'est ignoble. C'est inacceptable d'entendre ce que nous avons entendu. Nous allons demander Oui. Nous allons demander l'avis de Karim Naïtou Slimane sur le personnage, sur cette déclaration du président de Jil Jadid, un parti, rappelons, qui n'a qu'un député, un député. Karim Naïtou Slimane. Un député et 3 militants. J'apporte juste une petite précision sur les propos très justes, par ailleurs, de Dabrahim, parce que je sais qu'il est très très courtois, donc il dit que M. Sofiane Djilali se trompe sur les chiffres. Moi je dis qu'il ment effrontément. C'est un menteur. Et il est dans la manipulation. C'est un manipulateur de l'opinion publique. Et il essaye justement de mentir pour tromper le peuple, pour encore une fois berner les Algériens. Ce vil personnage, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur lui. J'espère qu'un jour il aura le courage, puisqu'il se dit être homme politique, qu'il aura le courage de venir, comme il le faisait à une certaine époque, sur les ondes d'Al-Magharibiya ou sur une autre chaîne, pour justement affronter des militants comme nous, qui sommes dans l'opposition radicale à ce système, qui viennent nous affronter sur le domaine des idées, et pour qu'on sache ce que vaille justement... L'invitation lui est lancée avec vous, Karim Younes et Brahim Younsi. Ces déclarations mensongères. J'ai fait tout à l'heure sur lui une vidéo sur mes réseaux sociaux à moi, où je le traite de chien de garde de ce régime, et ce n'est pas une insulte, c'est un concept politique. C'est l'un des chiens de garde politiciens de ce régime, et il est là uniquement pour tromper les Algériens, pour toujours défendre le système, justifier soi-disant la situation dans laquelle se trouve l'Algérie actuellement, et la paupérisation monstrueuse des classes sociales énormes de la majorité des Algériens, soi-disant pour faire un parallèle avec la situation dans le monde, avec la situation en Europe par exemple. Je rappelle que on ne peut pas comparer l'incomparable. Le pouvoir d'achat en Europe, en France par exemple, allez, il est de 10, 20 fois supérieur, 20 fois supérieur au salaire en Algérie. On ne peut pas comparer l'incomparable. Donc ce personnage, il ment et il est dans la manipulation. Son seul objectif, c'est, comme je l'ai dit à un certain moment, c'est d'essayer d'impliquer le peuple dans la faillite de l'Algérie. Voilà, d'impliquer le peuple dans la faillite de l'Algérie, de lui faire supporter aussi une responsabilité qui incombe complètement au régime militaro-politique. Voilà, c'est ça ce qu'il faut dire. Eh ben, peut-être que vous êtes en train de... Peut-être que vous êtes en train de lui rendre service sans le vouloir, puisque le régime, généralement, sur les gens qui sont critiqués sur cette chaîne, généralement, ils ont ce qu'ils demandent depuis si longtemps. Je rajoute juste une chose, parce que sur ce personnage est très très important dans l'échiquier politique, parce que pour ce qu'il représente, il ne vaut rien en réalité politiquement, mais pour ce qu'il représente symboliquement, parce que nous avons été critiqués, moi personnellement, et d'autres aussi, d'autres militants, surtout ceux qui sont en Algérie, et même ceux qui sont à l'étranger, parce qu'à un certain moment, nous avons refusé que le Hirak se fasse représenter, et une représentation politique. Je rappelle qu'au moment où on parlait de représentation politique, c'était ce type de personnage, c'était Sofiane Djilali et toute l'intelligentsia, entre parenthèses, de Ben Aknoun, l'Ababla de Ben Aknoun, Noukhbet Ben Aknoun,
qui voulait représenter le Hirak. Donc encore une fois, le Hirak a eu raison. Parce que si on avait accepté que le peuple se fasse représenter, il n'aurait été par ces personnes-là qui étaient embusquées, très bien, parfait, qui étaient en première ligne justement pour détourner le mouvement du peuple. Donc c'est pour ça qu'il faut maintenir notre ligne radicale et viendra le temps où tous les Algériens vont le comprendre et ils vont leur faire comprendre dans la rue. Très bien. Alors, Monsieur Tebboune, Brahim Younsi a été reçu non pas par son homologue, Monsieur Erdogan, alors que c'est une visite d'État, et que normalement les visites d'État, il y a des protocoles entre les cabinets qui se font, parce que lorsque Monsieur Erdogan est venu en Algérie, alors que ce n'était même pas une visite d'État, il a été reçu au bas de la passerelle de l'avion par Monsieur Tebboune, qui l'appelle mon frère, mon cher frère, hein, Erdogan, mon cher frère. Or, Erdogan l'a fait recevoir par son vice-ministre d'abord, mais aujourd'hui, il l'a reçu dans le palais présidentiel. Vous allez nous dire sur ce très curieux protocole. Et puis, nous allons essayer de parler de la visite en elle-même. Nous allons regarder M. Tebboune en compagnie de M. Erdogan lors de la réception. Il était enrhumé, je crois. Brahim Younsi, voilà, donc il était très enrhumé, mais M. Erdogan a eu la gentillesse d'attendre qu'il éternue, et il lui a même serré la main, même si ça collait un peu quelque part, si c'était un peu poisseux. Brahim Younsi. D'abord, permettez-moi... On est méchants, hein? On est très méchants. D'abord, permettez-moi de vous dire que vous avez fait une comparaison, à mon sens, un peu osée, par rapport à l'appel du 18 juin. Oui, oui. Elle était même très osée. J'avoue. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Il est vrai que cette visite de Tebboune, du président stagiaire algérien à Ankara, était prévue de longue date. Elle n'a pas été improvisée. Or, et nous l'avons vu et nous le savons, Erdogan était libre. Il n'était pas retenu dans ses négociations avec la Finlande et la Suède pour le rentrer dans l'OTAN. Il n'était pas non plus retenu par le conflit ukrainien. Et la raison est simple à deviner. C'est que Erdogan a réduit le chef de l'État algérien à un simple ministre qui arrive le visiter. Et vous en avez parlé tout à l'heure. Ce président stagiaire a commis une très grave erreur. Je l'ai dit tout à l'heure, l'erreur, alors qu'une quinzaine de nos compatriotes ont péri en mer, il n'a pas interrompu sa visite pour rentrer urgemment en Algérie. Et deuxième erreur, grave et gravissime, ce que un homme comme Erdogan, parce qu'il a de l'expérience, qu'on le veuille ou non, n'aurait pas faite, celle de parler de politique intérieure de son pays à partir d'un pays étranger. Mais pourquoi, Brahim Younsi, pourquoi a-t-il annoncé cette grosse histoire du Lem Chemlin qui est prévue pour juillet? D'ailleurs, ils ont même préparé un slogan, le nouveau slogan pour le 5 juillet, le jour de la grande Lem Cheml, glorieuse histoire et nouvelle ère.
pourquoi l'avoir annoncé depuis Ankara? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait depuis l'Algérie? Même s'il ne l'a pas fait à partir d'une ville, en face d'un public algérien, même s'il le fait depuis la présidence, en face d'un parterre des habituels journalistes, pourquoi l'a-t-il fait depuis Ankara? C'est dire le mépris qu'il a pour son peuple. Il fait cela à travers les ondes et à plusieurs centaines de kilomètres de son pays, alors qu'il pourrait le faire. En plus, ce qu'il appelle le mcheml, ou la cohésion, entre guillemets, sociale ou nationale, ou sociale et nationale, il l'a fait avec qui? Est-ce qu'il tend la main, une main assassine au peuple algérien, et on le voit bien qu'il ne tend pas la main au peuple algérien parce qu'il n'a pas eu une seconde, une minute de compassion pour ses compatriotes. Et cette situation fait que, le discours sur la cohésion sociale et nationale est un discours que nous avons entendu 1000 fois. C'est un discours devenu suranné, un discours qui est finalement sans consistance politique, et les Algériens le savent. En plus, cette cohésion nationale s'adresse à qui? Elle s'adresse à des partis politiques, je mets des guillemets, du genre de ceux que nous avons entendus à l'instant, qui, à eux tous, se réuniraient à peine dans une cabine téléphonique. On sait que les partis politiques ne sont rien, ils ne représentent rien. Tous ne sont pas en situation de cohésion. Or, la cohésion sociale et nationale, elle est dans le peuple et elle est dans la révolution, qui reste encore cette résistance passive, dans le sens même gramscien du mot, dans cette résistance passive qui ouvre les portes vers une vraie cohésion sociale et nationale. On ne fait pas une cohésion sociale et nationale avec les siens. On l'a fait sur l'ensemble du territoire en discutant, en négociant pas à pas ce qu'il convient de faire. Et nous allons parler justement, Brahimi aussi, nous allons parler justement de ce qu'ils veulent dire par l'Im et Cheml et ce qu'ils cachent derrière. Nous allons y arriver, mais d'abord, Karim Naïtou Slimane, d'abord je vous cite une phrase prononcée par M. Tebboune à Ankara tout à l'heure, mais franchement, il faut beaucoup d'audace pour l'avoir prononcée, cette phrase, mais il l'a dite, il nous a regardé comme ça dans le blanc des yeux, enfin il a regardé le parterre de journalistes. Vous savez ce qu'il leur a dit, Karim Naïtou Slimane, parlant de la Libye et de la crise libyenne? Il leur a dit ceci: la seule solution en Libye réside dans des élections libres et transparentes. Karim Naïtou Slimane. C'est difficile, hein? Il y a de quoi soupirer, en effet. Vous m'avez scié les jambes. Donc, lui qui est le résultat de la plus grande fraude électorale jamais observée dans ce pays. Absolument. D'ailleurs, j'allais répondre par une citation, mais je pense qu'elle je préfère ne pas la dire, en fait. Ben, écoutez, moi, personnellement, je n'attends plus rien de ce régime. Et je continue de parler de régime et de dire aussi que ce Tebboune n'a aucune légitimité. Donc, à la rigueur, même pour déjà parler, soi-disant, avec lui ou avec son cercle, dans une entreprise politique sérieuse, je pense déjà que ça n'aura aucune utilité. C'est-à-dire le vrai dialogue en Algérie aura lieu le jour où
l'opposition, l'authentique opposition, qui n'est pas dans les partis politiques, qui se situe en dehors, hormis peut-être un ou deux partis, mais je pense que eux, au moment du dialogue et des négociations sérieuses, n'hésiteront pas à sortir du cadre de leur parti respectif pour rejoindre le peuple. Le dialogue se fera donc entre l'authentique opposition et aussi le pouvoir réel. Le pouvoir réel qui n'est pas Tebboune, qui ne sont pas ses ministres ni ses institutions de façade. Le pouvoir réel en Algérie, c'est-à-dire le commandement de l'institution militaire qui, eux, détiennent le vrai pouvoir en Algérie. Voilà. Là, on pourra parler d'un premier pas vers une réconciliation, je ne sais pas ce que ce terme est exact ou pas, mais en tout cas vers un dialogue national sérieux, c'est-à-dire qu'au nom de l'intérêt national, au nom de l'intérêt de l'Algérie, qui est aussi l'intérêt de tous les Algériens vont parler entre eux. Mais là, aller dans une initiative, participer à une initiative lancée par le clan Tebboune, déjà c'est une initiative dont on ne connaît rien pour l'instant, uniquement le nom et le slogan. Donc on ne connaît pas ses modalités, on ne connaît pas aussi ses tenants et aboutissants, c'est-à-dire comment on est arrivé là, quelle est la démarche, donc on ne voit pas, il n'y a aucun gage de sérieux, à moins celui qui a été peut-être présenté à Bengelina, Sofiane Djilali, le FLN, le NND, qui ont tout de suite applaudi et qui ont rejoint cette initiative. Donc ça dit déjà son nom, et je dirais même son contenu. Après, par exemple, le 5 juillet, par exemple, elle va déboucher quand même sur la libération des détenus politiques, pourquoi pas? Bien sûr, les Algériens vont prendre cette libération, et par contre, ça n'arrêtera pas la revendication d'un État, de l'État de droit, d'une véritable transition démocratique. Parce que c'est pas à chaque fois... Alors, justement, puisque vous en parlez, Karim Naït, puisque vous en parlez, et je vais vous laisser la parole pour répondre, justement, une des thèses qui circulent au sein des observateurs, des initiés, comme on dit, il y a deux thèses qui circulent, ou peut-être les deux en même temps. La première est que le 5 juillet sera en fait pour lancer les préliminaires du deuxième mandat, pour la campagne du deuxième mandat de Tebboune. Soit l'un ou l'autre, soit les deux, en même temps, et c'est pour ça qu'ils gardent les prisonniers politiques et les détenus d'opinion au frais, c'est pour pouvoir marchander avec, pour pouvoir les libérer d'un seul coup, les 300 et quelques, et faire passer en leur sein la Essaba, comme ils disent, les 40 généraux, les 2 premiers ministres, les walis. Ça veut dire qu'ils vont nous faire une vente concomitante. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que c'est l'une ou l'autre thèse, ou est-ce que ce sont les deux thèses en même temps? Moi, je pense que ce sont très probablement les deux thèses en même temps. C'est-à-dire le régime va tenter de faire une pierre deux coups. Bien sûr, on voit très bien leur intention d'aller vers un deuxième mandat pour Tebboune. Après, ce n'est pas un mandat pour Tebboune, c'est un autre mandat, c'est un mandat de plus, un énième mandat pour le système. Mais derrière la façade, Tebboune. Voilà, Tebboune et ses ministres, voilà, et ses ministres clowns. Moi, j'hésite pas à les nommer comme ça. Donc oui, le régime veut encore un autre mandat, pourquoi pas. Et puis, la libération aussi des détenus politiques s'accompagnera aussi de la libération des membres de la mafia, que ce soit la mafia politique ou la mafia oligarchique, c'est-à-dire les patrons de l'argent des Algériens. Donc, ils peuvent faire la même chose. Donc, ils peuvent faire la même chose. Ça va tout à fait dans le sens de leurs intérêts. Pourquoi pas? Mais ce qu'il faut attendre par la suite, c'est la réaction
du peuple algérien, la réaction de la rue. Parce que si les Algériens ne se rendent pas compte que nous sommes entrés dans une période de radicalité révolutionnaire, du moment, et je me souviens l'avoir dit sur votre plateau avec Daïdir et Dabrahim, et on était à l'époque sur le plateau, j'avais dit que le mouvement, depuis que les marches ont été interdites à Alger, le mouvement s'est transformé en révolution. Et là, parce que les révolutions commencent toujours comme ça, dans la clandestinité, dans la marge, la périphérie, loin du centre. Mais les révolutions se terminent aussi et dans le centre. Et donc, la rue gronde, le peuple va se radicaliser de plus en plus. Je parle bien sûr d'une radicalité et d'une radicalisation politique des Algériens. Et à un moment donné, il faut prendre d'assaut les rues, il faut sortir, occuper la capitale et réclamer la souveraineté populaire. Réclamer la souveraineté populaire. Autrement, nous sommes en train de perdre du temps en tant qu'Algériens. L'Algérie continuera comme ça à régresser malheureusement, régression après régression, et la déliquescence de l'État continuera toujours. Brahim Younsi, sur la même question, alors laquelle des thèses, selon vous, est en chantier? Les deux, une des deux, une autre thèse éventuellement que vous pourriez suggérer? Oui, moi je ne crois pas que ce soit ces deux thèses que vous avez avancées qui, à mon sens, sont à l'ordre du jour. Je crois que l'ordre local algérien est d'une instabilité dangereuse, effrayante. Et c'est peut-être une des raisons du voyage, même s'il est programmé depuis quelques semaines. Tebboune est allé à Ankara. Parce qu'il y a un rapprochement entre Ankara et notre environnement immédiat. Et pas seulement sur la question de la Libye, où les deux pays, ou les deux régimes sont d'accord. Il y a une instabilité interne, une instabilité locale, et une instabilité locale contrainte par l'instabilité régionale, qui elle-même est contrainte par l'instabilité mondiale, avec ce qui se passe notamment en Ukraine, en Russie et ailleurs. C'est dire qu'il y a un danger qui se profile aussi à nos frontières. Il y a des agitations, des agitations qui laissent penser que l'ordre va être perturbé. Je crois que, subitement, quand on parle de cohésion nationale et n'inviter que des partis croupions, les partis du pouvoir, nous les connaissons, inviter des partis croupions, ce n'est pas pour qu'ils se fassent élire ou entrevoir à notre mandat ou réaliser cette cohésion nationale dans le sens du bien du pays, mais parce qu'il y a une perspective, hélas, qui n'est pas de bon augure. Je suis presque persuadé, certain, étant donné les éléments d'analyse dont je dispose, c'est que ce profil, et cela nous l'avons vécu, un probable état d'urgence, il va demander à ces partis, même s'ils ne pèsent rien, c'est une question de forme, de le soutenir dans ce qu'il prévoit de faire, de maintenir l'Algérie sur la chape de plomb, et alors que le peuple l'a montré et démontré, veut définitivement sortir de la suprématie militaire et de son hégémonie.
Brahim Younsi, très vite, parce que nous arrivons à la fin. Qu'est-ce que vous pensez de ce commentaire posté par Mansouf El-Haq, un brillant analyste politique sur les réseaux sociaux? Parlons de cette initiative, voilà ce qu'il dit. Nous assistons à exactement la même opération en Égypte, où pas moins de 11 partis politiques annoncent leur adhésion au dialogue auquel a appelé Sisi. Oui, ça peut être, c'est bien pensé, c'est vrai. Mais Sisi a besoin d'avoir une cohésion politique autour de lui. Nous avons effectivement, le pouvoir en place, le pouvoir illégitime, a besoin de se fabriquer une cohésion factice pour affronter le danger et le péril extérieur. Seulement, qu'est-ce que ce pouvoir a à offrir comme projet politique, comme projet économique, comme projet social, pour envisager une cohésion sociale? Strictement rien. Et nous savons, en dépit de ce que peut penser la personne que vous nous avez présentée tout à l'heure, de la situation socio-économique de l'Algérie. La situation socio-économique de l'Algérie est catastrophique, et ça, n'importe quel travailleur, n'importe quel chômeur le sait. C'est un danger à l'intérieur extraordinaire, et c'est de cela, dans ce pouvoir qui vit ces derniers moments, ces derniers soubresauts, me semble-t-il, veut corriger d'une certaine manière. Très bien. Merci Brahim Younsi, merci Karim Naïtou Slimane. Désolé de ne pas faire un dernier tour de micro. Merci, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawala khair, salama.